Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est la fin d'un long secret de Polichinelle. Une semaine après l'annonce par Céleste Lett de se retirer de la vie politique, son dauphin et premier adjoint a annoncé sa candidature en tant que tête de liste aux prochaines municipales à Sarreguemines. Il est notre invité aujourd'hui, Marc Zingraf. Bonjour. Bonjour Julia. Et merci de participer à cette émission. Je vais vous donner largement la parole tout à l'heure. Le week-end a été rythmé par de nombreuses mélodies et par des festivités d'Halloween. On y reviendra en images dans cette émission. On reviendra aussi sur les résultats sportifs. Ce sera avec David qui va nous rejoindre. Sandrine, elle est déjà là. Coucou. Coucou. Tu donneras la parole aux internautes. Et puis, tu nous parleras aussi d'une autre époque avec la chronique Sortie des archives. Pour le moment, on s'intéresse aux écoliers. Les vacances de la Toussaint sont terminées. À l'école maternelle de Rèches, c'est une rentrée un peu particulière aujourd'hui puisque les élèves ont découvert leur toute nouvelle école. Marie-Morgane, bonjour. Est-ce que tout le monde a pris ses marques ? Salut Julia, alors je suis avec Bastien et Léo. Comme tu peux le voir, les enfants ont vite repris leurs habitudes. Les 22 élèves ont été accueillis ce matin dès 8h dans leur nouveau bâtiment. Alors ils ont plein de choses à découvrir, une nouvelle salle de classe, une salle dédiée au goûter, une belle cour de récré avec une aire de jeu et une salle de motricité. Alors c'est un beau projet qui donnerait presque envie de retourner sur les bancs de l'école. Les élèves, eux, ils ont été peu chamboulés par ce déménagement. Vous le verrez tout à l'heure avec leur réaction. Et je retrouverai aussi la directrice pour avoir son ressenti. Merci Marie-Morgane et puis merci à Morane qui a fait cette rentrée avec toi ce matin. On regarde donc votre reportage dans quelques minutes. Voici d'abord un aperçu de l'info du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Après l'annonce de la non-candidature de Céleste Lett, son adjoint se lance à l'eau. Marc Zingraf veut devenir le prochain maire de Sarreguemines et se présentera donc devant les électeurs en mars 2020. Dans son programme, on retrouve la poursuite de la dynamisation du centre-ville et des quartiers. Certaines pointures de la majorité actuelle ont décidé de le suivre dans cette aventure, mais pas toutes, ce qui laisse planer le doute d'une liste dissidente. Un public toujours fidèle pour cette 19e édition. Ce week-end avait lieu le gala Agir Ensemble qui permet de récolter des fonds pour aider les personnes atteintes de cancer. Charelle, maître de cérémonie, a assuré l'animation et le lien entre artistes, clubs et associations variées. Côté public, 400 personnes étaient présentes. 900 sapeurs-pompiers autour de l'étang de Hasselfurt pour le cross départemental. Venant de toute la Moselle, les jeunes sapeurs-pompiers, pompiers volontaires et professionnels ont répondu en grand nombre à l'invitation. Plusieurs parcours étaient proposés de 2,2 à près de 10 km. L'objectif, tenter de se qualifier pour le cross régional. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Pas grand-chose de neuf côté ciel. Voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et pour demain, les nuages continueront d'être nombreux avec de petites pluies ou des averses qui dureront toute la journée. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés, les maximales de 11 à 13 degrés. Donc l'imperméable et l'écharpe sont vivement conseillés. Demain, nous serons le mardi 5 novembre, nous fêterons les Sylvies. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 17h04. Et on reste de saison avec la photo du jour qui nous a été envoyée par Antoine Pixin qui nous propose un joli tableau des couleurs de l'automne. Merci à lui pour cette photo et vous aussi n'hésitez pas à nous en envoyer par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. Marc Zingraf est notre invité aujourd'hui et reviendra tout à l'heure en interview sur les premières grandes lignes de sa campagne électorale. Je vous propose d'abord un résumé de ce qui s'est passé samedi matin. C'était l'occasion de sa déclaration de candidature à la presse. Premier acte officiel de campagne pour Marc Zingraf. La scène a commencé symboliquement place de la République, devant l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle, où sa mère était élève en 1944 dans la classe qui a été bombardée. Un hommage en quelque sorte, et surtout une manière de souligner ses racines sarregueminoises, armé de parapluies avec un clin d'œil d'humour en plate.
Marc Zingraf était accompagné du noyau dur qui composera sa liste. Les adjoints au maire, actuellement en charge notamment du cadre de vie, Christiane Eckel, des finances, Jean-Marc Schwartz, de la petite enfance et des affaires sociales, Bernadette Niklaus, rejoint ensuite par l'adjoint en charge de la culture, Jean-Claude Cunat. La petite équipe s'est réunie dans un café du centre-ville de Sarreguemines, un choix stratégique. Ce centre-ville, c'est une cause nationale dans laquelle nous nous retrouvons. Le cœur de ville, c'est un leitmotiv pour l'équipe municipale et pour le premier adjoint, désormais candidat en campagne électorale. Mais Sarreguemines ne se résume pas qu'à son centre-ville. Un cœur de ville doit répondre au cœur de quartier. Cette dynamique dans les quartiers aussi, à nos yeux, est extrêmement importante et nous sommes très présents dans les quartiers de la ville de Sarreguemines. Mais pour plus de détails sur le programme, et même pour un nom de liste, il faudra encore patienter et attendre que l'équipe s'étoffe et commence à travailler ensemble. Accepter que nous ne soyons pas l'expression de la pensée unique, qu'il y ait un vrai débat d'idées à l'intérieur de notre équipe. L'objectif dévoilé est de composer une liste avec 2/3 de l'équipe sortante et des nouveaux. Nous avons évidemment actuellement beaucoup de demandes. C'est un engagement vraiment local. C'est un engagement aussi qui est un engagement sans étiquette, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un engagement ouvert du côté gauche, du côté droit. On y reviendra largement tout à l'heure dans l'interview du jour. Pour le moment, on retourne à Resch qui dispose d'un tout nouveau bâtiment. Il regroupe la nouvelle école maternelle et la maison du temps libre. Ce matin, la salle de classe a été investie pour la première fois par les enfants. Que pensent-ils de ce lieu? Marie-Morgane Lorenz et Maureen Grandcola se sont glissés parmi les élèves. Comme une seconde rentrée pour les élèves de l'école maternelle de Resch. Ce matin, ils ont découvert le tout nouveau bâtiment construit dans l'annexe de Sarralbe. Mais on ne perd pas les mauvaises habitudes apprises avant les vacances. On enfile ses petits chaussons, on salue ses camarades et on découvre les jeux qui ont été déménagés de l'ancienne école. Du côté du mobilier, quasiment tout est neuf. Le bâtiment précédent, situé derrière l'église, devenait trop exigu. L'établissement dispose maintenant d'une grande salle de classe avec un coin jeu, un coin bibliothèque et un coin d'exercice. Les enfants ont rapidement pris leur marque. Alors dis-moi, comment tu trouves ta nouvelle école? Bien, très belle, super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça change de ton ancienne école? Bon, en fait, les chaises elles sont plus petites. Avant, on n'avait pas le jeu de voiture. Avant, on n'avait pas la cuisine. En fait, là, de tout qui a changé un peu. Les toilettes, rigolotes. Pourquoi elles sont rigolotes? Parce qu'en fait, il a des zigzags. Il aime bien la cuisine. Il aime bien ça, là-bas, les voitures, les puzzles et les livres. L'équipe éducative est composée de 2 maîtresses, dont la directrice et une assistante maternelle. Pour elle aussi, ce nouveau bâtiment implique de nouvelles habitudes à prendre. Et justement, Marie-Morgane est maintenant avec la directrice pour en savoir plus sur le ressenti de l'équipe éducative. Et oui, Julia, après avoir vu les réactions des enfants, on va avoir aussi l'avis de la directrice. Anne Marcus, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de prendre place dans la nouvelle école ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau bâtiment ? Alors ce nouveau bâtiment par rapport à l'ancien qui était devenu vétuste est beaucoup plus fonctionnel, plus lumineux, il est plus spacieux. Donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir enseigner ici et je pense que pour les enfants c'est un bel espace de vie et puis un bel espace de travail également. Il est beaucoup plus adapté justement pour les enfants, c'est ça? Alors il est plus adapté dans le sens où déjà il est plus grand, donc même si les enfants sont petits, ils ont quand même besoin d'espace. J'ai eu la chance d'être consultée par la mairie avant l'élaboration des plans, c'est-à-dire que moi je souhaitais avoir un couloir perpendiculaire à la sortie, à la porte de sortie, et également une salle attenante à la salle de classe qui nous servirait de salle de goûter, de salle de peinture également, ou alors pour isoler un petit groupe quand on fait un travail de manipulation qui nécessite de faire plus de bruit qu'à l'accoutumée. Donc du coup on a une salle juste à côté attenante, et pour tous ces éléments-là, c'est vrai que c'est, voilà, pour les enfants c'est beaucoup plus adapté. Il y a une grande salle de motricité aussi, donc ça nous manquait cruellement dans l'ancienne école. Là maintenant on va pouvoir faire du sport quotidiennement dans une grande salle de motricité avec tout le matériel juste à côté, donc voilà, on est ravis. Et c'est quand même un grand changement, je pense surtout aux élèves de petites sections qui découvrent tout juste l'univers de la maternelle. Comment vous les avez préparés à ce déménagement ?
Alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. L'ancienne école était juste en face de l'école actuelle, donc du coup ils ont pu suivre l'évolution du chantier, ils ont vu les grues, ils ont vu les camions, donc on en a beaucoup discuté aussi. Et puis même si l'environnement change, c'est toujours les mêmes affichages que vous voyez, c'est les mêmes jeux, donc l'emploi du temps reste le même, donc ils ont quand même des repères. Et puis il y a des repères entre guillemets humains, donc moi et Magali, l'aide maternelle, on est là, donc finalement même si les locaux changent, ils ont quand même énormément de repères. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et pour rappel, il a fallu 13 mois de travaux pour réhabiliter ce site qui abritait précédemment l'ancien presbytère et l'ancien foyer rural. Merci Marie-Morgane. Et avant de faire leur rentrée dans leur nouvelle école, beaucoup d'enfants de Resch, mais aussi de l'ensemble de l'arrondissement, ont pu participer à des festivités d'Halloween. Retour en images sur différents événements du secteur. La tournée des sorcières, momies et autres monstres a démarré tôt à Sarralbe. Les habitants ont dû redoubler de vigilance et s'armer de bonbons pour ne pas se faire ensorceler. Un bol d'air bien mérité pour les créatures terrifiantes du périscolaire de l'Opale, de Woustviller et Sarralbe. En effet, ils sont venus à bout de la terrible sorcière Grabouilla qui a volé les bonbons de l'île aux copains. Après de multiples épreuves sportives, de réflexion et de longues recherches, ils ont pu récupérer leur butin. Et ils ont été bien récompensés. Diplôme de sorcellerie en poche, ils peuvent enfin se reposer jusqu'au prochain Halloween. Une infâme sorcière a décidé de faire disparaître les 4 saisons et d'instaurer une nuit éternelle. Mais les petits chamoigneaux ne l'entendent pas de cette façon. Ils décident de réunir les 4 baguettes des druides et doivent faire offrande de bonbons à la ville magicienne pour qu'elle leur confie le crâne de cristal. Dernier élément pour restaurer les saisons. Cette année, Artopi organise pour la 4e fois l'événement Samonios, dérivé du nom Samin, qui était une fête majeure de la vie des Celtes, où les vivants communiquaient le temps d'une nuit avec les morts. Sur 3 jours, concerts, contes, lectures et animations se sont succédés à Meisenthal pour célébrer la Samin, ou son autre nom, Halloween. Mais pour l'heure, les enfants s'arment et équipent leurs chars pour partir à la chasse aux bonbons et contrer la méchante sorcière. Fêter Halloween à Woustviller, une première. La commune relaye le programme du département Bêtes et Sorcières. Pour cette première édition, une marche est proposée. Sur le parcours, d'horribles personnages déambulent. Entre le repère des méchants et le cimetière, enfants, mais aussi adultes, connaissent de grands frissons. La manifestation se poursuit avec animation pour les enfants, spectacles et cracheurs de feu, mais aussi restauration et lecture de contes. Les associations de Woustviller ainsi que les sapeurs-pompiers participent à l'organisation de la soirée. Laissez-moi vous faire voyager dans les couloirs du moulin d'Eschwiller où plus de 910 visiteurs sont passés pour célébrer Halloween. Petits et grands ont traversé les différents tableaux d'un parcours horrifique et magique. Un ménestrel a accueilli nos aventuriers. Barbelés, barbelés. Avant de les laisser se perdre dans les coins sombres des catacombes. C'est quoi là-haut? En compagnie de clowns démoniaques et d'adeptes de la magie noire. Le plus dur passé, la visite se poursuit par la rencontre d'une fée. Pour continuer à l'extérieur, verre de jus de pomme chaud à la main pour admirer des dragons. Et finir avec une histoire racontée par une barde dans une auberge au calme et au chaud. Il y avait un grand buffet. Sur ce buffet, il y avait 3 types. Esprit, es-tu là? À l'occasion de la fête d'Halloween, la médiathèque communautaire de Sarreguemines propose une soirée thématique. Atelier contes, jeux d'outre-tombe, projection de dessins animés effrayants. Tous les moyens sont bons pour effrayer les enfants qui rivalisent de créativité pour remporter le titre du plus joli déguisement. Le
week-end a aussi été rythmé par de nombreux concerts, des styles variés pour plaire à tous les publics, rock, klezmer ou encore chorale, retour en son et en images. Déjà la 19e édition et le public toujours fidèle au rendez-vous. Le gala d'Agir Ensemble est l'occasion pour l'association de récolter des fonds pour les personnes atteintes de cancer. Du mobilier pour l'hôpital de jour de Sarreguemines sera acheté. D'année en année, Charel, maître de cérémonie, fédère associations, clubs et artistes autour de lui. Grâce à ses amis et à son grand cœur, il propose un spectacle de variété. Ce soir, 400 personnes sont présentes à l'hôtel de ville pour faire honneur au spectacle. Prenez un groupe de 9 passionnés de classique rock, des ondes 70s et 80s et vous aurez un show de 2 heures avec une ambiance de folie. Un événement organisé à Velferdin avec sur scène le groupe Rock Legends. C'est l'association A2IM de Sarreguemines, en partenariat avec l'association Comédia del Ros de Thionville, qui a proposé une soirée-concert. C'est la concrétisation d'un projet dans les têtes depuis 20 ans. Et le public est venu nombreux pour écouter les plus grands classiques, AC/DC, Queen, Iron Maiden ou encore U2. La quarantaine de bénévoles a comptabilisé 400 billets en pré-vente. « 1999-2019 ». L'Association des Journées européennes de la culture juive lorraine fête cette année ses 20 ans. À l'occasion de cet anniversaire et en collaboration avec plusieurs partenaires, elle a organisé les événements dans la région de Sarreguemines. Le dernier s'est déroulé hier au Casino des Faïenceries avec un concert du groupe Klezmer Tanz. Les musiciens ont interprété des standards yiddish et quelques morceaux de jazz manouche. La rencontre d'un orgue et d'une chorale. Le chœur Allegria était en concert hier à l'église Saint-Jacques de Frauenberg. L'ensemble a interprété différents morceaux qui évoquaient Dieu et l'amour. Les chanteurs de Hambar se produisaient en compagnie de l'orgue de l'église de Frauenberg récemment installée. Et voici aussi quelques images d'un autre rendez-vous qui avait lieu ce week-end, la bourse aux poissons organisée par l'Aquaclub du Pays des Lacs de Louperchouse. C'est une institution, cela fait 12 ans qu'elle existe et le public vient de toute la grande région pour y dénicher son bonheur. Environ 200 espèces de poissons ont été proposées à la vente par des particuliers qui élèvent des bancs de poissons en captivité. La plupart sont répertoriés en zone tropicale. Un professionnel proposait également des coraux. Tout autre thème, Sandrine, sur nos réseaux sociaux, on parle de soupe. Oui, c'est ça, avec le beau temps qu'il fait dehors, c'est la bonne saison pour déguster des soupes et se réchauffer un petit peu. Ouais, j'ai bien ton ironie. J'ai demandé à nos internautes quelle était leur soupe préférée et les stars incontestables sont potiron et potimarron, suivis de très près par la courge butternut. Alors rien de très surprenant parce que ce sont des courges de saison, mais là où nos internautes sont plus créatifs, c'est avec quoi les accompagner. Alors pour Isabelle, c'est potiron châtaigne ou potimarron et Saint-Moret. Pour Sandrine, c'est potimarron avec du comté râpé. Et enfin, pour Marie, c'est potiron pomme de terre avec des crêpes à la ciboulette. Alors ça, j'ai envie de goûter. Et sinon, il y a aussi des adeptes des soupes un peu plus classiques, donc velouté au cèpe pour Claudia, ou encore soupe de légumes ou butternut et crème. Et pour Jay, ce sera la soupe à la grimace.
Ouais, non, celle-là, on veut pas la recette. Merci Sandrine. Marc Zingrave va nous dire si l'ambiance en ce moment est à la soupe à la grimace. 35, c'est le nombre de noms qu'il faut mettre sur la liste pour les élections municipales à Sarreguemines. Alors, dans la majorité sortante, d'après mes infos, quelques-uns ont décidé de ne pas repartir en campagne. Oui. Sébastien Jean Steiner, qui est actuellement deuxième adjoint, mais aussi Denis Niles et Chantal Légeron. Oui. Alors vous avez annoncé samedi matin que Carole Didio, qui n'était pas là samedi matin, mais qu'elle sera là sur votre liste. Oui. Qu'en est-il des autres? Je pense au noyau dur actuel, c'est-à-dire les adjoints, Denis Pfeiffer, Armand Hénard, et bien sûr la grande question, Nicole Müller-Becker. Est-ce que vous les avez contactés? Mais écoutez, on est dans un dialogue permanent avec tout le monde. Il faut dire, vous avez cité une personne qui hésite, qui réfléchit. Eh bien, on est en démocratie, c'est son droit. Voilà. Je ferai remarquer simplement que sur l'ensemble de la liste, eh bien, notamment sur les 28 qu'on prend en considération qui siègent, qui sont là, eh bien, c'est une personne. Et je dirais, dans un pays où toute règle d'orthographe s'accompagne d'une exception qui confirme la règle, eh bien, je dirais que j'ai tout lieu d'avoir d'excellentes relations avec le groupe. Voilà. Donc il reste un grand point d'interrogation par rapport à Nicole Müller-Becker, pour ne pas la nommer, puisque c'est d'elle a priori dont vous parlez. Nous sommes toujours en discussion. Denis Pfeiffer, Armand Hénard, qui sont actuellement adjoints, est-ce qu'ils seront sur votre liste? Eh bien, globalement, ils sont volontaires pour y être. Mais, je vous dirai tout à l'heure, vous aviez parlé de renouvellement, il faut du renouvellement. Donc, nous sommes en train de discuter avec tout le monde d'une manière absolument constructive. Nous avons énormément de demandes de l'extérieur pour rejoindre notre liste. Il faut respecter chacun, il faut écouter chacun, il faut entendre chacun, et il faut qu'à l'arrivée, eh bien, on puisse avoir ce renouvellement, avoir une équipe qui se tienne et une équipe qui ait l'unanimité, qui ait l'assentiment de tout le monde pour continuer. Nous avons par ailleurs prôné l'ouverture, comme on l'a vu dans votre sujet tout à l'heure, ouverture à gauche, ouverture à droite, toutes les bonnes volontés qui veulent œuvrer positivement pour la ville de Sarreguemines, on veut bien les entendre, les écouter. Je crois qu'il ne faut pas vivre dans le ressentiment ni dans le passé. C'est l'avenir de la ville qui compte. Vous laissez jusqu'à quelle date pour constituer votre liste? Parce que là, indirectement, vous appelez encore les gens à se rapprocher de vous, à venir faire partie de la liste. Oui, alors, donc le délai, c'est quoi? Voilà, mais écoutez, je dirais par expérience, pour avoir vécu quelques campagnes, que nous sommes là à 4 mois avant les enjeux. On peut considérer que le mois de novembre est encore un mois où il fait bon travailler, construire, pour pouvoir expliquer au mieux ce que les Sarregueminois veulent entendre et ont besoin d'entendre. Donc d'ici la fin du mois, la liste devrait être bouclée. Samedi matin, Jean-Marc Schwartz a été le seul à prendre plusieurs fois la parole au cours de votre annonce à la presse. Si vous êtes élu maire, est-ce qu'il sera votre premier adjoint ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que dans notre équipe, et ça a été dit aussi samedi matin, on n'est pas dans l'obsession des négociations personnelles, je veux être ceci, je veux faire cela. Je n'ai d'ailleurs jamais vécu moi-même sur les listes où j'étais. On n'est jamais parti des négociations personnelles d'abord. On doit s'inscrire, et c'est la règle du jeu, d'abord dans l'intérêt général. Voilà. Ensuite, pas encore de fonction attribuée. Mais oui, chacun remet ce qu'il est, ce qu'il fait, ses capacités, ses compétences, je dirais, voilà, sur la table. Et c'est le groupe qui décidera avec chacun, eh bien, celui qui sera à même de représenter tel ou tel enjeu. Que Jean-Marc ait pris la parole, c'est très bien, parce que Jean-Marc, c'est un homme précieux dans l'équipe. On lui doit un certain nombre d'éléments et d'avancées en matière de finances. Il a parfaitement rempli sa mission et il a son mot à dire, comme tout le monde. Et je suis certain qu'il sera extrêmement performant dans ce qu'il nous proposera. Samedi, vous avez insisté sur la volonté d'innovation. Quelle est la recette miracle? On fait comment pour être innovant quand on siège au conseil municipal depuis 18 ans, si je ne me trompe, et qu'on part en campagne avec 2/3 de la majorité sortante? Comment on fait du neuf avec de l'existant depuis un moment? D'abord, je vais vous donner une réponse en différents moments. Tout d'abord, l'avantage de l'expérience, c'est finalement d'avoir pu voir un certain nombre de choses, d'avoir pu tester, d'avoir pu expérimenter. À partir de là, on tire des conclusions. Et si on conjugue ces constats-là avec ce qu'on porte chacun soi-même, j'avais cité samedi Buffon, le style c'est l'homme, c'est-à-dire que chacun a sa manière d'être et de faire, et bien lorsque les deux se
conjugue, on peut arriver à proposer un certain nombre de choses. Évidemment que cette expérience et que cette envie de faire du neuf est en relation avec mes expériences, avec mon bilan personnel en tant qu'élu, dans des domaines comme l'enseignement supérieur. Je rappellerai que je suis adjoint, qu'on m'a confié tout d'abord le dossier de l'enseignement supérieur, le dossier du sport, et que les expériences et tout le travail qui a été fait avec les associations, avec tous les partenaires, les formations, m'ont permis de tirer un certain nombre de conclusions. Dans la méthode, donc sur le fond, sur la forme, sur le fond, tout d'abord, c'est qu'il faut s'engager sur des dossiers nouveaux. L'enseignement supérieur sur le territoire, c'est extrêmement important. Nous faisons partie du très petit nombre de villes qui ont de l'enseignement supérieur. Une population de 22-23 000 habitants à Sarreguemines, il y a 1200 étudiants. Quand vous promenez dans la rue, une personne sur 22 ou 23 que vous rencontrez, c'est un étudiant. Cet étudiant consomme à Sarreguemines, amène son savoir-faire dans les associations, amène de la jeunesse, est présent dans les entreprises. Regardez les grandes entreprises qui entourent Sarreguemines, elles accueillent des étudiants de Sarreguemines, et même les plus emblématiques, comme la Smart, comme Continental, les produits de l'enseignement supérieur de Sarreguemines sont présents. Donc je crois qu'il faut bien cibler ce qui peut apporter, ce qui peut faire avancer notre territoire. J'ai pris l'enseignement supérieur parce que je crois qu'il faut vraiment bien s'en servir en relation avec le tissu de l'emploi. Il y a à innover évidemment sur tout ce qui concerne le centre-ville. Là, à partir du moment où on est entré dans le dispositif Action Cœur de Ville, en tant que premier adjoint, monsieur le maire m'a demandé d'être plus présent encore sur la ville, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai relevé ce défi-là. Nous avons commencé à mettre en place un certain nombre de jalons qui vont aller vers des propositions qui sont des propositions d'innovation. Pourquoi ? Il nous faut des outils. Je crois que dans le temps, les maires ont souvent manqué de ces outils, ont souvent été démunis par rapport à l'évolution et au sens de l'histoire. Aujourd'hui, si on veut résister, si on veut se battre pour les centres-villes, il nous faut des outils nouveaux. Comment agir sur les vitrines vacantes en tenant compte simplement de nos compétences et de nos droits. On n'est pas tout puissant, il y a des règles à respecter, et puis il y a des règles pour l'efficacité. Donc il faut effectivement être très présent sur ce centre-ville. C'était la raison de mon choix d'être présent sur le carreau samedi pour ma déclaration. Il faut être au plus près des commerçants, se préoccuper au plus près de tout ce qui concerne le logement sur la ville, dans un certain état d'esprit. Il y a énormément à faire, c'est vrai, mais certains l'auront remarqué en ville, on a commencé à poser des jalons. En matière de méthode aussi, sur la rue de la Charrue, place du marché, place à la concertation, et une concertation bien en amont. Dans un sujet que vous avez traité ce matin à l'école d'Orèche, vous avez écouté l'institutrice qui disait qu'elle avait pu discuter avec les uns et avec les autres pour que finalement ce que la mairie va proposer corresponde bien aux attentes. Ça doit être systématique, ça doit être le fruit d'un dialogue en permanence. Et là aussi, je reviens à ce que j'ai pu faire au niveau de l'enseignement supérieur et du sport. Et on peut en juger, non pas sur quelques mois à l'approche des élections, où on peut promettre la lune, comme je l'ai dit également, mais il faut juger sur un certain nombre d'années en arrière, et où ces méthodes-là se sont avérées payantes, puisqu'aujourd'hui, nous avons pérennisé l'enseignement supérieur, et que les sports, pour faire très vite, n'ont pas un bilan dont on pourrait rougir. Donc justement, côté bilan, que ce soit le bilan du maire sortant et globalement de l'équipe sortante, ou votre bilan en tant que premier adjoint, vous assumez tout à 100%. Alors, j'assume. Alors, à 100%, c'est beaucoup dire. Moi, je crois qu'on est humain. Quand on s'occupe d'une ville, on fait forcément. On a certainement quelques éléments où on s'interroge davantage, des choses qu'on voudrait refaire, des choses qu'on voudrait faire mieux, ou des choses, des initiatives qu'il faudra avoir encore autrement, qu'il faut amplifier, où il faut aller plus avant. Je crois que nous sommes humains, et tout humain, à un certain moment, rencontre une difficulté à ses limites, est limité par le temps, est limité par les moyens. C'est ce qui distingue aussi celui qui est en responsabilité de celui qui peut tout promettre et tout raconter. On n'est pas dans le virtuel. Nous, lorsqu'on est sortant, on est jugé sur les actes, on est jugé sur les faits. Donc évidemment, comme mes collègues l'ont dit également, nous sommes fiers de ce bilan. Mais nous avons bien conscience qu'il y a beaucoup à faire, et puis qu'il y a des aménagements à apporter, et qu'il faut aller plus loin dans un certain nombre de domaines. C'est humain. Est-ce que vous allez vous battre spécifiquement pour le projet qui a été annoncé par Céleste Lette, de vastes complexes comprenant casino, restaurant, salle de spectacle, musée, hôtel, sur le site des anciennes faïenceries? Alors d'abord, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et je voudrais revenir juste un instant sur la communication, mais vraiment factuelle. Il s'agit d'un périmètre, l'emprise des faïenceries.
c'est un périmètre de 30 hectares. Le projet, tel que Céleste Lett l'a présenté, représente au maximum 2 hectares. Ça veut dire qu'il reste 18 hectares pour plein d'autres projets qui sont à l'étude, qui entrent encore. C'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'attrait pour de futurs colistiers. Eh bien, aujourd'hui, les gens se manifestent avec des projets sur ces entreprises-là, sur cette emprise-là. Il faut les écouter, il faut tout étudier. En tout cas, ce n'est pas ces 2 hectares qui vont empêcher que cette immense possibilité que cela représente soit complètement phagocytée. Ça, c'est une première chose. Il faut ensuite préciser que ce n'est pas la ville qui paye pour un casino. C'est un privé, c'est une initiative de l'extérieur qui nous propose de mettre en place un casino. Quel est l'avantage pour Sarreguemines? Eh bien, d'abord, du monde, du flux, etc. Mais un casino reverse à la mairie, mais évidemment, ça, il l'a déjà mensuellement. longuement expliqué, et y compris sur ce plateau. Mais vous, est-ce que vous allez vous battre? Est-ce que ça va être le projet phare de votre campagne? Ce sera un projet, alors pas forcément de la campagne, mais c'est un projet de ce périmètre. L'ensemble de ce périmètre fera l'objet d'explications, et j'y tiens. On entend beaucoup de désinformations. Si je le reprends, c'est pas pour répéter. Moi, j'ai entendu beaucoup de désinformations. Il faut être clair, mais c'est pas la première. Il y a eu de la désinformation autour du cinéma. La municipalité paye pour le cinéma de M. Carpez, paye pour le chocolatier Kestner. C'est pas vrai. Notre rôle, c'est pas celui-là. Mais il faut rappeler que si le casino reverse à la mairie mensuellement, annuellement un certain nombre de moyens, c'est quoi? C'est la possibilité de stabilisation des impositions, des taxations. C'est même la possibilité de revenir en arrière, puisque si nous développons notre autofinancement, eh bien, on peut solliciter moins la population sur les projets. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut bien informer. C'est aussi la possibilité d'accélérer d'autres projets. Et rien de ce qui doit se faire sur l'emprise des faïenceries ne doit être au détriment du centre-ville. C'est une évidence. Parmi ce que vous avez dit samedi, il y a notamment le fait que si vous devenez maire, vous arrêterez d'enseigner pour vous consacrer à votre mandat. Alors concrètement, ça signifie que vous allez malgré tout cumuler les deux, de mars jusqu'à l'été, ou que vous allez lâcher vos élèves de lycée et de BTS en pleine année scolaire? Alors, bon, globalement, là, c'est très très clair. Mes étudiants, mes BTS ont leur examen au mois de mai. Il y a quelques semaines, effectivement, entre les deux, quand on a des classes à examen, on remplit effectivement sa mission. Voilà. Je crois qu'on a dit qu'on était dans l'humain tout à l'heure. Eh bien, j'ai le sentiment, j'éprouve un sentiment d'obligation envers eux pour les accompagner jusqu'au bout de leur formation. Donc ça, c'est une évidence. Après, ça, c'est quelques semaines. Faites le compte entre les élections et ce moment-là. Mais au-delà de ça, je le dis vraiment fermement, je ne cumulerai pas. C'est très clair. Je suis maire, si je le suis demain, c'est pour être sur le terrain. C'est pour être sur le terrain. Et là aussi, on peut me dire des mots. Non. Qu'on se renseigne auprès des associations, dans les domaines, dans les dossiers que j'ai évoqués tout à l'heure. Je prends tout le temps pour être auprès d'eux, quand il le faut, où il le faut. Et lorsqu'on est maire, il ne faut pas le faire que pour l'un ou l'autre dossier. Il faut le faire pour l'ensemble. Alors vous avez évoqué aussi justement le non-cumul des mandats pour se consacrer pleinement à la charge de travail que ça représente. Et pour vous, en tout cas vous l'avez dit samedi, un adjoint au maire de Sarreguemines ne doit pas cumuler et être en même temps vice-président de la communauté d'Aglo. Alors Jean-Claude Tunal, lui, a déjà annoncé que de toute façon il ne serait plus adjoint à Sarreguemines, qu'il serait, si la liste en fonction du nombre de personnes qui passent, qu'il serait seulement conseiller municipal. Mais vous, être premier adjoint et vice-président de la Casque, c'est quelque chose que vous faites depuis des années. Oui, tout à fait. Je reviens là-dessus, j'ai l'occasion de m'expliquer assez souvent là-dessus. Alors, d'abord que le maire soit bien placé à la communauté d'Aglo, d'une manière ou d'une autre, c'est une évidence. Il ne faut pas oublier que les enjeux de la communauté d'Aglo sont aujourd'hui des enjeux déterminants pour la ville de Sarreguemines, que le transfert des compétences va s'accélérant avec le temps, et qu'il est donc extrêmement important d'être très présent à la communauté d'Aglo. Alors quelle sera la configuration demain? Quelles sont les intentions des uns, des autres? Là aussi, il est prématuré de s'exprimer là-dessus. Il est néanmoins important, je l'ai mesuré souvent en tant que premier adjoint,
pour moi, il était extrêmement important d'être aussi vice-président à la communauté d'agglo. Premier adjoint, qu'est-ce que ça veut dire, premier adjoint? Le premier adjoint, il doit toujours être prêt à suppléer le maire. J'ai eu l'occasion de faire 5 conseils municipaux dans les 2 dernières années, puisque M. le maire n'a pas été épargné. Il y a eu un certain nombre de décès dans sa famille, vous le savez bien, des questions de santé. Le rôle du premier adjoint, c'est d'être prêt dans ces cas-là. C'est d'être là quand il le faut, où il le faut. Et justement, plus une équipe s'investit sur la ville et à l'extérieur, plus il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui soit là, sur lequel le maire puisse compter, qui puisse intervenir à la ville et à la communauté d'agglo pour être le relais. Je vais vous donner un autre élément de comparaison. Beaucoup de maires dans les communes sont très contents lorsqu'ils ont un adjoint qui siège avec eux à la communauté d'agglo, tout simplement parce que quand on est dans le débat, c'est important de pouvoir discuter tout de suite avec un proche collaborateur, en réunion, immédiatement, parce que c'est souvent à ces moments-là qu'on prend des décisions. Donc je crois qu'il est idéal qu'il n'y ait pas de cumul, qu'il faut le limiter là où fonctionnellement c'est absolument nécessaire. Mais franchement, autant que faire se peut, il faut limiter. L'agglo, c'est en quelque sorte le 3e tour des élections municipales. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de la Casques? Alors moi, globalement, je suis complètement tourné vers ce qui concerne la ville aujourd'hui. La question de la communauté d'agglo se posera à un certain moment, comme je l'ai déjà dit, en connaissant les intérêts, les intentions des uns, des autres. C'est un vaste débat qui s'annoncera à ce moment-là. Mais je dirais chaque chose en son temps, chaque chose en son heure. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, à un moment où, je le dis avec un peu d'humour, Sarreguemines devient une ville de festival, un festival des orgues de barbarie, on a parlé du cinéma, de nombreuses opérations de cinéma, le handicap. C'est pas le festival des rumeurs, des intrigues, on n'est pas à Dallas, c'est vrai. C'est pour ça que je vous pose clairement la question, et je ne dis pas qu'il y a des rumeurs là-dessus, je vous demande. Vous, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la Casques? Moi, je tiens à ce que la ville de Sarreguemines soit bien représentée à la communauté d'agglo. Ça, voilà. Tout le reste, j'ai beaucoup trop de respect avec tous les maires, avec tous nos collaborateurs depuis le temps avec lesquels on a bien travaillé, pour dire aujourd'hui que la ville fera ceci ou cela. Tout dépend de ce qui va se profiler. Donc on n'en saura pas plus aujourd'hui? Ah ben, absolument pas. L'expérience m'a aussi rendu prudent, parce que ce qu'on dit nous engage. Il faut le dire très clairement, ce qu'on dit nous engage. Et la manière dont on fait campagne dit aussi la manière dont après on prétendra s'occuper des choses. Je crois que cette honnêteté foncière, il faut l'avoir. Ce n'est pas à faute d'avoir des idées, ce n'est pas à faute d'avoir des convictions, mais je pense que c'est le respect des gens. La communauté d'agglo, ce n'est pas une structure anonyme, abstraite. C'est des maires. C'est des maires avec lesquels j'ai travaillé beaucoup. Certains vont être présents demain, d'autres vont être renouvelés, comme partout. Quelle sera la configuration? Quelle sera la philosophie? Qui seront les candidats? On ne le sait pas. Donc c'est trop tôt, on n'en saura pas plus. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Restez avec nous, on va parler d'un thème qui vous intéresse particulièrement, on le sait, c'est le sport. Et on commence en parlant avec un plongeon dans le passé. Sandrine, chaque lundi, tu fouilles dans les archives et aujourd'hui, tu nous proposes de revoir donc les images d'un événement sportif. Oui, alors retour en 2006, on va au cœur de la forêt du Bourrolles à Sarreguemines. Voici les résultats cette année-là du Cross Corpo des douanes. La championne du jour, c'était Svetlana Preto du phare Longwy qui termine en 20 minutes 40 secondes devant Brigitte Brèche de l'association Taille Crayon et Anne Ustaritz qui courait individuellement. Du côté des hommes, Abdel Taïs qui courait pour le lycée Condorcet termine le parcours en 28 minutes 29 secondes. Dans sa foulée, Amine Mediani pour le team Espace Marathon, suivi de Martial Schmitt pour l'Endurance Shop. Concernant le classement par équipe, Schreiner Menuiserie était la meilleure chez les hommes. L'association Taille Crayon s'impose chez les femmes. L'équipe continentale remporte quant à elle le challenge du nombre. Et vous le savez, le Cross Corpo des douanes, c'était une institution à Sarreguemines depuis plus d'un quart de siècle. Un rendez-vous incontournable pour les athlètes, mais aussi pour des entreprises, avec des équipes composées de collègues. Quand les douaniers n'ont plus été en mesure d'organiser l'événement, c'est l'ASSA qui a repris le relais et c'est devenu donc ainsi le Cross de l'ASSA. Merci Sandrine.
Et comme on parle de sport, ça fait venir David. Coucou. Ah oui, je suis là, Julia. Coucou. Alors, le cross de l'Assas, il s'est justement couru samedi. Donc, évidemment, il va en être question dans plus de sport. Et à part ça, quelles sont les autres disciplines dont tu as parlé ? Cross de l'Assas, effectivement. Il y aura aussi le cross départemental des sapeurs-pompiers qui s'est tenu à Beach. On va parler aussi foot avec un derby. Sarreguemines rencontrait Aaron ce week-end. Et on parlera aussi de crossfit et de tennis. D'accord, et en foot, Sarreguemines, c'était le FC2. C'était l'équipe B, oui. L'équipe B, ok, ça marche. Mais vaste programme, comme chaque lundi. Donc on regarde ça tout de suite dans Plus de sport. Sport, loisirs et bien-être au Pays de Beach, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Beach. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas l'hilarante pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois, ce samedi 16 novembre à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus de sport. Hier, l'heure était au derby foot. Pour cette nouvelle journée de championnat en Régional 2, l'équipe B du SFC recevait Aaron-Étain Schmidwiller sur le gazon synthétique du stade des Faïenceries. Un match serré qui s'est soldé par la victoire de Sarreguemines 2-1. On regarde le résumé. La B du SFC contre Aaron-Étain Schmidwiller, un match de championnat qui oppose deux équipes situées en milieu de tableau de Régional 2, groupe C. À Sarreguemines, la B jouait en Régional 1 l'année dernière et les visiteurs, l'AES, sont montés en Régional 2 cette année. Un derby qui oppose la meilleure équipe du Pays de Beach au Sarreguemines Football Club, un peu comme David contre Goliath. En première mi-temps, le SFC a la possession du ballon. L'équipe exerce un fort pressing sur son adversaire et se crée quelques occasions. Mais l'AES reste en place, les Beachalanas sont disciplinés et jouent en contre. Et c'est le réalisme qui finit par payer. Au bout d'une demi-heure de jeu, Aaron-Étain Schmidwiller ouvre le score. Score qui restera inchangé à la fin de la première période. Sur la première mi-temps, on n'y était pas, donc on manquait quand même de rythme parce que ça fait presque 15 jours qu'on n'a pas joué. C'est une mi-temps qui n'est pas aboutie, mais on a démontré de très belles choses d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique. Et on était très bien en place, on a réussi à concrétiser un super but, une belle occasion. Aaron était quand même un petit peu, on voulait un petit peu plus que nous sur cette première mi-temps. Nous, on a beaucoup subi surtout, donc c'est pourquoi le score sur la première mi-temps est quand même mérité. C'est un tout autre scénario qui se dessine en deuxième mi-temps. La discipline défensive de l'AES flanche. Très tôt, le SFC égalise sur un coup franc. Une seconde erreur défensive est à l'origine du deuxième but.
score 2-1 pour la B du SFC. Globalement peu d'occasions en seconde mi-temps, Arenetin Schmidwiller tente de remonter au score et manque une occasion franche. Puis un pénalty qui ne sera pas transformé. Score final 2-1 pour Sarreguemines. On n'est pas arrivé en deuxième mi-temps avec les mêmes intentions. On s'est laissé un peu plus bousculer, on était moins dans les duels. Et bon, malgré tout, on doit revenir avec au moins le point du match nul. Parce que bon, on a une grosse occasion avant de rater un penalty à 2-3 minutes de la fin. Bon, voilà, c'est le foot. Hein. La deuxième mi-temps donc, a été pour nous. Hein. On a pu se mettre à l'abri quand même longtemps avant. Je leur ai dit donc, à la mi-temps que si on revenait au score, on avait beaucoup de chances donc, de gagner le match. Et c'était toute une autre mi-temps parce qu'on a répondu présent donc, physiquement et dans le jeu. Voilà. Pour les deux équipes, l'objectif est le même, se maintenir en Régional 2. Mais rien n'est fait, le championnat est encore long. Dimanche, la B du SFC affrontera la B de Amnéville et l'AES jouera à domicile contre Famec. Côté classement, cette victoire permet au SFC de se hisser à la 3e place de son groupe avec 14 points. Arenetin Schmidwiller est 9e avec 9 points et un match en moins. Et c'est toujours la B de Amnéville qui est en tête avec 19 points. En National 3, groupe F, le SFC a réalisé une très belle performance samedi en remportant son match 4-3 contre le premier du groupe, Raon-l'Étape. Pour sa réunion, c'est un match nul, un partout face à Ilkirch. Victoire pour Strasbourg B face à 3, 1-0. Et c'est une défaite pour la B de Metz, 1-0 contre Prix-les-Mézières. On regarde le classement. En tête avec 17 points, Raon-l'Étape, suivi de près par la B de Strasbourg qui totalise 16 points. Sarre-Union est 3e et Metz B 4e, tous deux avec 16 points. Le classement est serré en haut de tableau. Le SFC, lui, compte actuellement 12 points et est 9e avec un match en retard. Ce n'est plus à prouver, le FC Beau Soleil est un club à la réputation solide. Très loin d'être un petit club de quartier, il atteint l'excellence et attire les joueurs. Mais quelle est sa recette ? Il met avant tout l'accent sur la formation des jeunes et depuis plusieurs années sur le foot féminin. Cette semaine, on vous propose un focus sur les deux équipes U13 féminines qui ont un palmarès remarquable. C'est le sport découverte de la semaine et c'est signé Yannick Sur. On sait très bien que le football féminin a pris de l'importance au niveau même mondial, hein, avec la Coupe du Monde qui a eu encore lieu en France. Nous, on a pris le devant, ça fait déjà 6 ans qu'on a engagé cette section féminine. Ça a très rapidement pris. Hein. On a démarré avec 2 filles et puis aujourd'hui on est à 50. L'objectif pour nous, c'est vraiment qu'il y ait une mixité au sein du club et que tout le monde trouve sa place, quoi. On a déjà 2 équipes, hein. Il y a un effectif environ de 25 filles. On a une équipe qui est engagée dans le championnat U13 garçons, hein, qui a largement le niveau. Hein. On le voit hein, sur tous les week-ends, elles rivalisent avec les garçons, elles sont beaucoup plus respectées maintenant du fait qu'elles réussissent à gagner des matchs. Et on a une équipe 2 qui est elle engagée dans les championnats filles. Une équipe de garçons, ça joue plus physique, ça joue solo, ça veut que dribbler, alors qu'une équipe de filles, on joue un passe et tout le monde peut marquer. Avant les matchs, on est concentré et pendant le match aussi. Et après, si on a gagné, on va faire un cri de guerre et on va être contente. Moi, je suis très fier. Hein. Je suis très fier déjà de là où on est parti. Il faut savoir que c'est des filles qui ont débuté, qui n'ont jamais fait de foot. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre garçons et filles au niveau du jeu, quoi. C'est pas uniquement des filles du quartier, hein. On commence à avoir des filles d'extérieur, des villages aux alentours. Nous, on est fiers de ça. On est fiers de proposer qu'on ne soit pas uniquement entre gens, on va dire, du quartier, mais qu'on soit connus un peu partout maintenant. On a participé l'an dernier à la finale Grand Est. On était qualifiés donc, pour la finale U13 filles hein, à Reims. Donc on était avec les meilleures équipes de Grand Est. Une petite équipe dans un petit quartier comme le nôtre, c'était une très grande fierté. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je dis souvent aux filles qui doivent savourer, qu'elles ne doivent pas oublier parce que c'était vraiment une très belle expérience en plus. C'est ça la grande fierté, on va dire. Chaque année, on essaie de créer une équipe supplémentaire dans une catégorie nouvelle et l'objectif final, ce serait une équipe senior qui n'a jamais eu par le passé. Hein. Je lance aussi un message par rapport à toutes celles qui ont envie de faire du foot. Elles sont bienvenues à Beau Soleil, qu'elles savent jouer ou pas jouer, qu'elles ont été licenciées ou pas. S'il y a des filles qui veulent venir au foot au FC Beau Soleil, on serait contente.
En direct des Open de CrossFit. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine dans la boxe de Sarreguemines. Ce soir, il tente la qualification pour les Open de CrossFit, mais il s'agit dans un premier temps de dépasser ses propres limites. Musique à fond, c'est parti pour 20 minutes d'entraînement. WOD, Work of the Day, si vous pratiquez le CrossFit. Ce soir, la séance n'a pas été préparée par les coachs, car les participants tentent de se qualifier pour les Open de CrossFit, une compétition mondiale. Pendant plusieurs semaines, le vendredi soir, ils réalisent des exercices imposés. Le programme du jour, sauter et soulever des poids. Résumé de manière basique, du cardio et l'haltérophilie. Mais le CrossFit, c'est bien plus que cela. Des mouvements fonctionnels qui sont constamment variés et à haute intensité. Fonctionnel, c'est donc qu'on va reproduire les mouvements de la vie de tous les jours. Soulever les courses, c'est faire un soulevé de terre, soulever une charge du sol. Donc on va s'entraîner à être plus fort là-dessus. Le constamment varié, c'est-à-dire que tous les jours, les séances vont être différentes. La team coach ont créé des séances et en fait, dans la journée, les gens vont venir faire cette séance-là, qui vont être coachés. Et la haute intensité, c'est ce qu'on voit dans les WOD, c'est ce qui est impressionnant, c'est on va faire les choses rapidement, on va faire battre le cœur rapidement. Christelle a ouvert la boxe CrossFit au printemps et ne vise pas de qualification pour les Open cette année, mais c'est un bon moyen de faire connaître la discipline. Le public est au rendez-vous ce soir. Les crossfitters peuvent dépasser leurs limites. Eric a 29 ans, a fini un Ironman l'an passé, mais il n'a pas le niveau de ses coachs. Avec ce que j'ai fait avant, j'ai un très bon cœur, des bons poumons, je tiens le rythme. Mais par contre, niveau force, explosivité, je suis vraiment standard, quoi, je veux dire, je sors pas du lot, quoi. Participer aux Open lui permettra de comparer son niveau actuel avec celui qu'il atteindra l'an prochain, car la compétition est annuelle. Les exercices sont adaptés en fonction du niveau et de la tranche d'âge de la personne, car le CrossFit est accessible à tous, y compris aux adolescents comme Elliot, 16 ans. C'est un sport où on arrive bien à se défouler. Quand on ne sait pas quoi faire, ça peut bien se défouler, ça nous vide la tête. Christelle n'hésite pas à interrompre la séance pour expliquer les bons gestes. Mais très vite, tout le monde se remet au travail. Le format de ce soir est un 4-time, 20 minutes pour effectuer le programme imposé et noter ses résultats. Une belle performance pour Woeswiller Muay Thai. Le club de boxe thaïlandaise a participé à la Coupe de France de Muay Thai. Rémi Borne a remporté la compétition en catégorie minime moins de 69 kg. C'est aussi le cas de Kelvin Reich en benjamin moins de 47 kg et de Lucas Felker en minime moins de 37 kg. Bravo à eux. Un joli doublé d'ailleurs pour Lucas Felker qui a déjà remporté la Coupe de France de kickboxing K1 à Paris. Ce week-end, c'était la première journée du championnat de France de lutte par équipe en première division. Bravo à l'AS Sarreguemines qui a remporté la victoire 10-2 face à Clermont-Ferrand. Prochaine journée prévue ce samedi. Au badminton, le Sarreguemines Badminton Club s'est déplacé à Metz pour sa 3e journée de championnat. Le derby mosellan de National 3 s'est terminé sur un match nul, 4 partout. D'abord dominé, le SBC est revenu au score grâce à 2 victoires en double mixte. Ce résultat les place 3e au classement. On passe au tennis. La phase finale du challenge tennis de la Casque a eu lieu ce week-end, organisé par le COS Tennis Sarralbe, vainqueur de la dernière édition. Retour en images sur la compétition. Initiée en 1995 à l'initiative du Tennis Club de Woeswiller, la 24e édition de la Coupe de la Casque rassemble tous les compétiteurs des villes et villages de la communauté d'Aglo. Dotée par la Casque à hauteur de 2 600 €, elle permet au club vainqueur d'investir, par exemple, dans les infrastructures ou encore les jeunes sportifs. Cette année, c'est le COS Tennis de Sarralbe qui a eu l'honneur d'organiser la phase finale. Alors le COS Tennis Sarralbe a gagné la coupe l'an passé pour une première participation et donc cette année on est vraiment très fiers et très contents de pouvoir organiser l'édition 2019, d'accueillir tout le monde ici au COS Sarralbe pour la première fois, pour la première édition organisée par le COS Sarralbe de la coupe de la Casque. 6 clubs ont participé à la compétition, dont une première participation de Putelange-au-Lac. Côté résultat, Ambar, Roth est le vainqueur du challenge contre Sarreguemines par 5-0.
La société d'escrime et de tir de beach a présenté 25 tireurs au championnat départemental de Moselle 10 mètres indoor. C'était ce week-end à Volmerange-les-Mines, une compétition qui marque le démarrage de la saison. Au pistolet et à la carabine, le club local a remporté 15 médailles d'or, 5 d'argent et 6 de bronze. Concours de street fishing sur les berges de la Sarre, entre les écluses de Steinbach et Velferdin. Hier, une trentaine de pêcheurs du Grand Est y ont participé. Cette pêche pratique et citadine. Ils utilisent un leurre pour appâter les carnassiers avant de les remettre à l'eau. C'est la troisième fois qu'un concours de ce type est organisé à Sarreguemines. Il y a des compétitions qui ne ratent pas. Le Cross de Lassa se déroule chaque année le premier week-end de novembre et marque le début de la saison. Anciennement Cross des Douanes, cette course dans la nature est un rendez-vous à ne pas manquer. La saison des crosses reprend avec la traditionnelle course de Lassa, le club d'athlétisme sargueminois. 82 personnes, hommes et femmes confondus, se lancent pour un parcours nature dans la forêt du Bourrols. Aux inscriptions ce matin, il y en avait 36, donc les personnes sont surtout inscrites cet après-midi par rapport à la météo. Ils ont annoncé qu'il ne pleuvrait pas, donc les gens ont décidé au dernier moment de participer à cette épreuve. C'est quand même du cross-country, ça se déroule en forêt, sur des terrains qui sont souvent boueux et très vallonnés aussi, donc c'est réservé à des spécialistes. Parmi les participants, essentiellement des licenciés de clubs fédéraux qui reprennent leur marque avec cette première course de la saison, avant les compétitions départementales, régionales ou nationales. Le cross permet de se préparer pour les coureurs de demi-fond en hiver, pour après affronter la piste et préparer plutôt des disciplines de demi-fond et de fond, 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. Sophie Tonneau est la première féminine. Du côté des garçons, sans surprise mais avec une belle avance sur ses concurrents, Saïdi Kemchan remporte la première place en 28 minutes et 59 secondes. Cross toujours, direction le Pays de Beach. Samedi, l'étang de Hasselfurt a pris l'apparence d'un véritable campus afin d'accueillir le cross départemental des sapeurs-pompiers. Venus de toute la Moselle, les JSP, les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels ont répondu présents. Ils étaient près de 900 participants à se positionner sur la ligne de départ dans l'objectif de se qualifier pour le cross régional. Regardez. Garder sa condition physique fait partie des missions d'un pompier. À Beach, pour la 3e année consécutive, l'ensemble des jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que les sapeurs-pompiers actifs, volontaires et professionnels, ont été invités à prendre place sur la ligne de départ du cross départemental. Un événement de grande envergure permettant une évaluation sportive des centres, mais aussi une sélection pour le futur cross régional et national. Le cœur de métier des sapeurs-pompiers, c'est comme avoir une bonne condition physique. Donc de temps en temps, se mesurer à ses adversaires, c'est quelque part sympathique. Ça crée une émulation, ça crée aussi un objectif d'entraînement. Et ça fait qu'on démontre à tout le monde que les sapeurs-pompiers n'ont pas que la facette opérationnelle. On a aussi cette condition physique qui est une condition sine qua non pour exercer ce métier. Et ils étaient nombreux à représenter leur caserne, parmi eux Robin, premier des cadets, avec un temps de 19 minutes 34 secondes sur un parcours de 5 km. Pour moi, c'était important de participer à cette journée parce que je fais de l'athlé, donc ça fait maintenant 8 ans que je suis en club, je m'entraîne à Sarreguemines et pour moi, pompier aussi une chose évidente, donc c'est ma passion et donc c'était pour moi une fierté de représenter ma caserne en courant ici à ce cross départemental. Endroit rêvé pour accueillir le cross, l'étang de Hasselfurt et ses chemins alentours ont permis d'adapter les parcours. La plus grande distance à parcourir par les soldats du feu, frôlant les 10 km. La particularité du parcours, donc, en ce qui concerne les Vosges du Nord, donc notre beau Pays de Beach, donc l'idée de les faire courir autour de l'étang de Hasselfurt, c'est qu'en fin de compte, les participants ne font qu'une seule boucle. À fur et à mesure des différentes catégories, les premiers, les benjamins, ils passent sur le petit pont. Donc ceux qui connaissent, qui vont se balader à Hasselfurt, ils savent qu'on passe par le petit pont et ils arrivent de l'autre côté. Ainsi que les minimes, ils vont à la digue. Les cadets, ils font le tour des 3 étangs. Et à partir de la sélection de juniors et seniors, ils montent au Hors-Kopf. Donc ça leur fait une montée de plus d'1 kilomètre. Et ensuite, ils descendent à fur et à mesure. Ça permet de faire des tours plus ou moins grands. Cette année encore, le cross départemental remplit son objectif principal, partager la passion sportive des sapeurs-pompiers avec le public et peut-être y faire naître de futures vocations.
Et voici un homme qui court, mais pas seulement. Valentin, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à Mosaïque Cristal. Merci. Vous êtes triathlète, vous faites de la natation, du vélo, de la course à pied. Et actuellement, vous préparez un record du monde de triathlon, 19 km de natation, 900 km de cyclisme et 211 km de course à pied. Ces chiffres sont inhumains. Comment vous vous êtes lancé dans ce projet? Donc moi, c'est arrivé très jeune. J'ai travaillé donc sur Colmar il y a quelques années en arrière, en centrale nucléaire, sur Fessenheim. Et j'ai à l'époque Guy Rossi de Colmar qui avait fait un record du monde justement du quintuple Ironman. Et puis quelques mois après, je me suis décidé donc à me lancer donc sur la longue distance, faisant déjà de la longue distance en course, surtout en course à pied. Vous parlez du quintuple Ironman, c'est parce qu'en fait, il s'agit non pas d'un triathlon, mais d'un ultra-triathlon en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous êtes un sportif aguerri, vous aviez déjà tenté de battre ce record il y a 30 ans. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'expérience, j'ai l'âge et surtout le mental, parce qu'il faut avoir du mental pour faire de la longue distance. Et beaucoup d'entraînement, donc une charge de travail relativement importante. Alors comment ça se passe? Où et quand vous allez tenter ce record? Donc moi, j'avais fait déjà en 89, donc à ma première tentative, donc c'était sur Sarralbe. Donc là, j'ai proposé à monsieur le maire de Sarralbe, monsieur Didiot, de le retenter au même endroit. Donc j'ai rendez-vous dans cette semaine, la semaine prochaine, avec lui pour voir si je peux le refaire sur Sarralbe. C'est vous qui choisissez où vous le faites et voilà, quand vous le faites? Exactement, oui. Mais comment est-ce que c'est encadré? Donc là, il y aura des commissaires de la Fédération française de triathlon qui seront là pour valider le record, s'il y a record, bien sûr. D'accord, et vous êtes confiant de ce côté-là? Bien sûr. Est-ce que vous êtes un candidat libre ou vous représentez une structure, une institution, un club? Non, en fait, donc j'ai fait ça en candidat libre. Par contre, pour faire ce genre de triathlon, de distance-là, il faut être dans un club de triathlon. Donc j'ai choisi le club de triathlon de Sarreguemines depuis cette année. Comment est-ce que vous le préparez? Alors, très difficile, question très difficile. Il faut savoir que c'est une très très longue préparation parce qu'il n'y a pas que la préparation physique, il y a la préparation mentale et également tout ce qui est donc au niveau de la nourriture et de la logistique, c'est très compliqué. Vous pouvez nous donner quelques détails? C'est un coût alors? Alors, un budget comme ça sur une année pour faire ce genre de discipline, c'est entre 12 et 20 000 euros. Comment vous allez financer ça? Donc par des partenaires. Là, je dois d'ailleurs remercier mes partenaires actuels, donc M. Jean-Luc Weinstein et Jeannot Stutzmann de Saint-Réunion, qui m'aident financièrement déjà pour réaliser ce projet. Alors vous dites que vous êtes confiant pour battre ce record. Qui le détient actuellement? Mais actuellement, c'est donc un Français. On a de la chance d'avoir un Français qui détient pratiquement tous les records de longue distance. Donc sur cette discipline-là, c'est Emmanuel Congo. Donc il avait réalisé au Mexique en 2005. Donc sur un temps de 73 heures, 18 minutes et 16 secondes, je crois. 73 heures, mais donc c'est sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, exactement. Et vous, vous en êtes loin actuellement, quand vous vous entraînez, vous arrivez à atteindre ces 73 heures, enfin en dessous? Par rapport aux entraînements que je réalise actuellement, donc sur la longue distance, il faut savoir que moi j'ai bien l'intention de le réaliser sur les 70 heures. Vous êtes très sûr de vous? Sûr de moi, oui. C'est ce qu'il faut, je pense, dans ce type de compétition. On parlait tout à l'heure de l'Ironman, donc c'est l'homme de fer. Le championnat du monde de l'Ironman a lieu à Hawaï chaque année. Ça regroupe vraiment les plus grands sportifs du monde. Les plus grands sportifs du monde qui sont à Hawaï, oui. Est-ce que vous êtes un homme de fer, selon vous? Très bonne question. On m'a posé plusieurs fois la question. Je pense qu'il pour être un homme de fer, il faut déjà être finisher. Donc c'est le terme qu'on utilise chez nous en triathlon, c'est donc partir et puis finir un triathlon. Pour que les gens qui nous regardent vous connaissent un petit peu plus, ou apprennent à vous connaître un petit peu plus, quel est votre palmarès actuellement? Donc moi j'ai pas mal de championnats de France. J'ai fait un top 10 au championnat d'Europe de triathlon. J'étais champion de Moselle de cross, de course. J'ai environ une centaine de victoires, que ce soit dans toutes les disciplines, que ce soit course à pied, vélo, natation. Alors aujourd'hui vous êtes quinquagénaire. C'est cela, oui. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que vous êtes plus fatigué que quand vous aviez 20 ans? Est-ce que c'est plus difficile à votre âge? Moi, je trouve que c'est moins difficile. Il faut savoir que le corps s'adapte énormément à la charge de travail. Il est clair qu'on récupère beaucoup moins vite. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Après, avec une bonne diététique, une bonne alimentation, c'est plus facile. Vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure, en dehors de ce plateau, qu'il y a beaucoup de quarantenaires en fait, qui participent à ce type de compétition, triathlon, ultra-triathlon. En général, c'est des quarantenaires, oui. Des cinquantenaires. Pour quelle raison? Une discipline comme ça se joue beaucoup sur le mental. Il faut être très très fort mentalement et il faut accepter une charge de travail importante. Il faut savoir quand même qu'une charge de travail importante, c'est entre 5 et 7 heures par jour. C'est entre 8 et 12 séances par semaine.
Donc 2-3 séances le samedi, 2-3 séances le dimanche. Pour exemple, la semaine dernière, j'ai fait une sortie le matin, 56 km de course à pied, pour refaire 10 l'après-midi. C'est un peu l'exemple qu'il faut avoir et il faut accepter ces charges de travail. Mais vous êtes encore actif actuellement, vous avez un travail? J'ai un travail, bien sûr. Mais comment vous faites pour faire rentrer ça dans l'emploi du temps? Ah, c'est compliqué actuellement. C'est pour ça que mon patron m'a déjà proposé de travailler peut-être qu'à mi-temps. J'espère faire qu'un mi-temps 6 mois avant la date butoir, qui sera donc septembre ou octobre. Ça sera une date encore à définir, donc l'année prochaine. Tenter ce record de l'impossible, ça représente quoi pour vous? Est-ce qu'il y a un message derrière cette initiative? Pas spécialement. Moi, je veux prouver que surtout aux quinquagénaires, à tous les gens qui ont au-dessus de 50 ans, que n'importe qui peut réaliser ce genre de projet. Il faut avoir envie de le faire et puis se lancer et pas se poser de questions. C'est ce que vous faites? C'est cela, oui. Alors quand est-ce que ça se passera? Donc ce sera septembre ou octobre prochain. Donc j'ai pas encore de date butoir. Donc ça, il faudra que je vois ça avec donc, le maire de Sarralbe pour donner une date exacte de la réalisation de ce projet. En tout cas, vous ne manquerez pas de nous donner des nouvelles et je pense qu'on viendra vous suivre pour la tentative de ce nouveau record du monde. Merci en tout cas Valentin Cobb d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. C'est déjà la fin de Plus de Sport. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, d'être toujours aussi fidèles. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. D'ici là, portez-vous bien.